Bonjour tout le monde. Donc, la semaine passée, on avait fini avec créer la courbe cumulative des fréquences ou effectifs cumulés. Il y a encore un cas qu'on n'a pas traité. C'est quoi faire si on a des données groupées. Donc, par exemple, on a reçu des données de quelqu'un d'autre, on a trouvé des données sur l'Internet, et on n'a que les données groupées. Donc, on n'a pas les observations individuelles. Ben, à ce moment-là, on peut créer quelque chose qui est assez pareil à ce graphique-là, mais on doit modifier un peu. Donc, on a, à ce moment-là, on connaît les classes. Les effectifs, les fréquences, on sait calculer l'effectif cumulé et la fréquence cumulée. Donc C1, N1, F1, N majuscule et F majuscule, etc. Et donc on connaît les effectifs cumulés pour chaque classe. Donc pour CG, on aura NG. En plus, on sait que toutes ces classes ont des bornes. Donc c'était E0 jusqu'à E1, G-1 jusqu'à EG. Donc on sait NG, ça, c'est le nombre d'observations qui est plus petit ou égal aux valeurs ou qui se trouve dans la classe CG ou une des classes précédentes. Donc NG sont toutes les observations qui se trouvent dans C1, CG. On sait que EG, c'est la borne supérieure de CG. Donc le nombre d'observations qui se trouvent en dessous de EG est égal à NG. Vu que c'est logique, là c'est la borne supérieure. Donc tout ce qui se trouve dans ces classes-là sera plus petit que EG. Donc EG ou NG est aussi le nombre d'observations de la série qui est plus petite ou égale à EG. Et donc on veut créer une fonction, un graphique qui nous permet de trouver pour toute valeur x la fréquence ou l'effectif cumulé. Donc pas simplement pour les bornes, mais pour chaque x sur l'étendue des valeurs. Donc comment on fait? On a les classes E0, E1, et G jusqu'à G majuscule, la valeur la plus grande. Qu'est-ce qu'on sait? On a dit N1 ou NG, c'est le nombre d'observations plus petit ou égal à EG. N1 plus petit ou égal à E1. Donc on sait que pour E1, là, j'ai un effectif cumulé qui est égal à N1. Même chose pour E2, je utilise l'effectif cumulé N2. Pour EG, ce sera l'effectif cumulé NG, etc. Et donc finalement, là, pour la dernière, c'est NG majuscule, mais donc c'est toutes les observations, c'est petit n, l'effectif total. Donc toutes les observations sont plus petites ou égales à la dernière observation qui est la plus grande de toutes les observations, logiquement. On a maintenant des points, mais on n'a pas encore une courbe. Donc je connais les valeurs pour certaines valeurs, mais pas pour tous. Et donc je dois remplir la courbe. Pour ça, on va faire distinction entre trois cas. J'ai un x qui est plus petit ou égal à E0. Disons plus petit que E0. À ce moment-là, combien d'observations nous avons? Nul. Car E0, c'est l'observation la plus petite dans notre série. Donc il y a 0 observations qui sont plus petites que E0. Donc pour tout x qui est en dessous de E0, la fonction sera égale à 0. Deuxième option, triviale, je prends x qui est plus grand que EG.
si x est plus grand que EG, j'ai déjà vu toutes les observations en EG, donc aussi pour x, on aura n observations qui sont plus petites ou égales à ce x-là. Ça c'est x. Donc on a vu toutes les observations à partir de EG. Donc à partir de ce point-là, la fonction est constante et égale à n, l'effectif total. Et maintenant, ce que je dois faire, c'est remplir le trou ici. Donc j'ai le x qui se trouve au milieu, qui se trouve dans une classe. Là, disons. Donc x se trouve dans la classe CG, donc c'est l'intervalle EG-1, EG. À ce moment-là, on va de nouveau utiliser notre hypothèse de répartition uniforme. Donc, on l'avait utilisé pour l'histogramme. On a dit que pour créer l'histogramme, pour que ce soit un plateau, non, une ligne horizontale, on suppose que dans la classe, toutes les observations sont assez uniformément distribuées. Et donc, on va faire la même chose. Donc, sous l'hypothèse d'uniformité, ça veut dire que l'augmentation dans la classe se fait d'une manière linéaire. Donc, dans cette classe-là, je vais dire que je vais mettre un segment en ligne droite entre les deux bornes. Donc, sous cette hypothèse, mais c'est le mieux qu'on sait faire pour travailler avec. Donc, sous l'hypothèse de répartition uniforme, l'augmentation dans chaque classe n'est que le segment droite qui va relier les deux bornes de la classe. Et on sait faire ça pour toutes les classes. Et de cette manière, je trouve une courbe, une fonction, qui me donne, pour chaque valeur x, une valeur qui correspond à l'effectif cumulé. On sait faire la même chose pour la fréquence cumulée. Donc pour la fréquence cumulée, l'axe là va changer dans les fréquences et on va s'arrêter à 1, la fréquence totale. Donc on pourrait le faire pour la taille groupée. Et on utilise les fréquences. Donc on a les fréquences cumulées pour les classes. Et j'ai ici pris les classes d'amplitude différentes. Donc j'ai une classe, la première et la dernière classe sont d'amplitude 10, les autres classes sont d'amplitude 5. Finalement, pour créer l'ogive, ça ne change rien. Je vais simplement utiliser la borne que j'ai et je mets une ligne entre les bornes. Donc si je crée l'ogive pour ça, je trouve une ogive pareille. Donc là, vous voyez pour la première classe fréquence cumulée à 0,14, là en 165, j'aurai une valeur 0, non, attends, c'est pour 165. Ah oui, j'ai une valeur, mais d'ici, l'image est distorte. Donc là, 165, si je fais là, j'aurai 0,14, là, 0,28, etc., jusque finalement, j'arrive à 1. Donc pour la création, c'est facile. Comment on sait l'utiliser? On pourrait l'utiliser pour aussi retrouver les valeurs qui correspondent à une certaine fréquence cumulée ou à un certain effectif cumulé, ou vice-versa. Et finalement, nous avons maintenant pour des classes pareilles, on a deux graphiques possibles de faire. L'histogramme qui se trouve à gauche, l'ogive qui se trouve à droite.
Et l'information qui est comprise dans les deux est la même. Donc l'information disponible sur l'ogive et l'information disponible sur l'histogramme sont les mêmes. Et en particulier, on pourrait l'utiliser pour trouver fx ou nx, donc la fréquence cumulée ou l'effectif cumulé pour chaque valeur de x. Comme ça. Donc, disons qu'on veut connaître l'effectif cumulé pour x égale à 172 cm. On pourrait utiliser ou bien l'histogramme ou bien l'ogive. Donc l'histogramme, première chose que je vais faire, je vais chercher où se trouve 172. Donc 172 se trouve là, dans la classe 170-175. Et je sais, vu que c'est l'histogramme d'air unitaire que j'ai utilisé ici, je sais que la fréquence cumulée, si c'est droite là, c'est l'air sous l'histogramme à gauche de 172. Donc c'est l'air qui est marqué en bleu. Donc je dois calculer l'air de ces rectangles. Donc c'est l'air du premier rectangle. L'air du premier rectangle est par définition égal à la fréquence 1. Donc plus l'air de la deuxième rectangle qui est un peu plus haut, plus une partie de l'air de la troisième rectangle. L'air de la donc premier rectangle, c'est F1, par définition, par création de la fréquence, où vous faites c'est la hauteur fois l'amplitude. L'hauteur, c'est la fréquence divisée par l'amplitude fois l'amplitude, donc c'est la fréquence F1. Ça, c'est F2. Et là, j'ai une partie de la fréquence de la troisième rectangle. Donc, troisième rectangle, la fréquence est égale à F3. Mais maintenant, je n'ai pas toute cette rectangle-là, j'ai qu'une partie. Donc là, je dois regarder la distance de 170 jusqu'à 172 sur la distance totale qui va de 170 jusqu'à 175. Donc là, je vais prendre 2/5 de l'air total, vu que j'utilise les deux premiers centimètres des 5 cm en total. Donc là, j'aurai F3 fois 2/5. Et si je calcule, c'est égal à, donc F1, c'était 0,14. 0,14 plus 2/5, 0,16 me donne 0,34. Donc, la fréquence cumulée pour cette valeur-là est égale à 0,344. Je peux faire la même chose en utilisant l'ogive. Donc, j'ai l'ogive. J'ai besoin de 172 qui se trouve entre le 170 et le 170. Attends.
172 entre 170 et 175. Donc, premièrement, de nouveau, je vais voir où je me trouve. Donc, je me trouve dans la classe 170-175. Et je sais à ce moment-là que je sais trouver la fréquence cumulée sur l'ordonnée. Donc, si j'utilise l'ogive, directement, je sais le lire sur l'axe des ordonnées, donc la fréquence cumulée qui correspond à 172. Donc, seule chose, je dois calculer cette valeur-là. Pour calculer cette valeur, j'ai besoin de l'équation de ce segment-là. Donc, je dois calculer, ou je dois d'abord déterminer l'équation. Équation d'une droite, on connaît 2 points, donc on connaît les 2 points, les 2 bornes, donc c'est 170, 175. Si on prend le tableau, 170 là, c'est une hauteur 0,28 et 0,44. Donc, je connais 2 points, donc je sais calculer l'équation de la droite. Équation de la droite, y moins une des ordonnées, disons l'ordonnée en bas, 0,28, égale à la pente. La pente, différence dans les ordonnées, divisé par différence dans les abscisses, fois x moins le 170, donc l'abscisse qui correspond à l'ordonnée que j'ai utilisée là. Donc faites attention, les deux là doivent venir du même point. Et donc ça c'est l'équation globale. Ben là, le x que je veux trouver c'est le 172. Et donc y qui est dans ce cas la fréquence cumulée, 0,28, plus la différence là, donc 0,44 c'est FG moins FG moins 1. Par définition, c'est la fréquence de la classe G. Donc la fréquence cumulée G moins la fréquence cumulée G moins 1, c'est FG. Ça, c'est l'amplitude. Si vous voulez le mettre en général, c'est l'amplitude de la classe. Et donc, si je fais ça, je trouve le 0,16 divisé par 5 fois 2. Et donc, j'ai exactement la même formule qu'ici. 0,28 sont les fréquences des 2 premières classes. 2 cinquièmes fois 0,16, la fréquence de la classe. De la 3e classe. Donc, 2 manières pour trouver la fréquence cumulée, ou bien par l'histogramme, pour regarder l'air qui se trouve sous l'histogramme à gauche de la valeur, ou bien par l'ogive, où vous devez calculer l'ordonnée qui correspond à ce point-là. Et dernière slide, ogive ou fonction de répartition. Donc si on a les données individuelles, on pourrait créer la fonction de répartition. Donc c'est l'escalier. Si je n'ai pas toutes les valeurs individuelles, ben, je suis obligé de créer l'ogive car je ne sais pas faire mieux que ça. Donc l'ogive sera une approximation. Une approximation. Pourquoi? Car on a cette hypothèse de répartition uniforme. Donc ça va approximer la valeur entre les 2 bornes. Ben, si on regarde les deux, si on a créé ici pour la taille l'ogive sur les classes où
la fonction de répartition sur les valeurs individuelles, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose de différence. Il y a une petite différence, oui, car l'ogive c'est une estimation, mais on sait, mais on voit que la différence entre la courbe rouge, l'ogive, et l'autre fonction en noir n'est pas trop grande. Donc on peut utiliser l'ogive vraiment comme approximation. Dans ce cas-ci, si je vais chercher 172, ben là, je prends 172. Sur le rouge, ça me donne le 0,344. Sur le noir, je dois aller un peu plus haut. Et ça va me donner là le, je ne sais pas exactement, 0,36 ou quelque chose. Donc, il y a une petite, pour cet exemple-là, il y a une petite sous-estimation par l'ogive à rapport des valeurs réelles. Mais la différence est très limitée et donc c'est une bonne approximation. On peut vraiment l'utiliser comme approximation si on ne sait pas faire mieux. Question sur cette partie. Sinon, on va commencer la première partie de chapitre 3. Et donc, chapitre 3 sera réduction des données. Donc, chapitre 2, on a décrit les données, on a fait des tableaux statistiques, on a créé des graphiques pour décrire les données et on a essayé de les interpréter. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est encore résumer en plus les données. Donc, on veut résumer les données dans quelques valeurs essentielles qui vont me donner une idée du centre de la distribution, donc la tendance centrale, où se trouve la centre, comment les valeurs sont reparties autour du centre, donc comment les valeurs sont dispersées, ça va donner les paramètres de dispersion, et finalement on va voir quelques paramètres de forme qui me donnent une idée de la forme de la distribution, donc c'est-à-dire est-ce que cette distribution est symétrique ou pas? Comment sont les écarts gauche-droite? Des choses pareilles. Donc, on suppose qu'on a une observation, comme toujours, x1 jusqu'à xn. Donc la série brute. On prend une variable quantitative. Donc tout ce qu'on fait dans ce chapitre-là sera pour les variables quantitatives. Il y a quelques méthodes qui marchent aussi pour les variables qualitatives. On verra à ce moment-là. Mais en gros, les paramètres qu'on va calculer, on l'utilise surtout pour les variables quantitatives. Donc quantitative discrète ou continue. Et donc on va les résumer encore plus que simplement une illustration. Donc on a ici 3 histogrammes. Ce qu'on voudrait savoir, par exemple, c'est où se trouve le centre de l'histogramme, ou le centre de la distribution. Si je regarde les histogrammes, ils sont assez différents. À gauche, j'ai un histogramme, la plupart de la masse est concentrée là, dans les deux centres, dans les deux barres là, et je pourrais raisonnablement dire que le centre se trouve probablement autour de 0. Il y a une certaine forme de symétrie, ce n'est pas exactement symétrique, mais presque. Même chose là, la symétrie est assez bien, et donc je dirais 0. Pour la troisième, trouver la centre, c'est plus difficile déjà. Donc si je regarde les valeurs, ça va de moins 6 jusqu'au 11, 12. Si je simplement regarde les valeurs sur l'axe horizontal, et je prends le milieu, je prends le centre de ça, moi je dirais, ou on dirait, que le centre doit se trouver autour de x égale à 2, à peu près. Si on regarde x égale à 2, là, il n'y a pas beaucoup de masse qui se trouve autour x égale à 2. La plupart de la masse se trouve ici, et pas là, dans cette classe-là, où
la valeur x égale 2 là. Et donc, on doit définir comment trouver ce centre-là. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une forme de dissymétrie. Donc, si je le fais un peu plus continu, je vois que j'ai une distribution pareille. Donc, il y a plus de masse à gauche qu'à droite, mais la queue à droite est plus longue. Il y a plus de masse à gauche, donc si je suppose que x égale 2 serait le centre, c'est ce qu'on trouve dans une situation symétrique, là, il y a plus de masse à gauche, donc ce sera logique que le centre là est aussi attiré par la masse. Donc, que le centre ne se trouve pas à 2, mais qu'il est attiré à la partie de la distribution où se trouve la plupart de la masse. Et donc, le centre sera décalé vers le gauche et probablement aussi se trouver autour de 0. Tendance centrale, je peux dire quelque chose sur la dispersion. Dispersion, c'est comment est-ce que les données sont distribuées autour de ce centre. Là, j'ai le centre autour de 0 et une concentration assez forte, donc ça va donner une dispersion qui est assez petite. Même chose, il y a une certaine symétrie, mais on voit que la dispersion, donc les écarts à gauche, à droite sont plus larges, dispersion plus grande. Là, si je dis que le centre se trouve autour de 0, j'ai une dispersion, donc les données sont assez concentrées à gauche, dispersion relativement petite à gauche, mais à droite, c'est plus long. Donc il y a une dissymétrie. Et la forme, il y a un seul pic, c'est symétrique, c'est asymétrique. On va dire un petit mot sur ça aussi. Donc, on va les caractériser par les paramètres de position ou de tendance centrale, paramètres de dispersion et paramètres de forme. Là, le slide répète les exemples qu'on a faits. Donc, c'est pour illustration, on va utiliser ces données-là, donc on peut retrouver facilement au début du chapitre. Et on va commencer, on va normalement finir même les paramètres de position aujourd'hui. Donc, paramètres de position, paramètres de tendance centrale, on a la moyenne et sa généralisation, on a la médiane et il y a aussi le mode. Premier paramètre, la moyenne. Normalement, tout le monde le connaît. C'est assez facile. Donc, c'est la somme de toutes les observations divisée par le nombre d'observations. Pour pouvoir calculer cette somme, les valeurs doivent être numériques. Donc, je dois avoir des valeurs numériques pour mes observations logiques. La moyenne s'exprime en même unité que les données. Donc, si les données sont la taille en centimètres, la moyenne sera aussi en centimètres, car je fais la somme et je divise. L'ordre n'est pas important. Donc, si je remets dans l'autre ordre, je fais encore sommer toutes les mêmes observations. Donc, ça ne change rien. Et souvent, la moyenne n'est pas égale à une des valeurs observées. Mais ça fait pas grand-chose. Donc, parfois, ce n'est même pas une valeur observable. À ce moment-là, l'interprétation devient un peu plus difficile. Par exemple, on avait les tailles des personnes. On avait mesuré au centimètre près, donc on avait des tailles en centimètres. Si je calcule la moyenne, je trouve 176,5 cm. Donc c'est effectivement une taille qui existe, on peut mesurer si on a assez de précision. Ce n'est pas une taille qu'on a observée, mais bon, ici, il n'y a pas de problème. Vous savez ce que veut dire 176,5 cm, c'est logique. Pour l'exemple, la variable enfant dans la famille, on avait 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 enfants. Si je calcule la moyenne, là je trouve qu'il y a 2,64 enfants au moyen par famille. Donc là, l'interprétation devient un peu plus difficile. Mais bon, vous pouvez encore dire la moyenne est 2,64. Ça veut dire que au moyen, les familles ont 2 ou 3 enfants quelque part entre les deux. Mais bon, c'est difficile de s'imaginer un enfant partiel dans une famille, donc
ce n'est pas vraiment une valeur qui est observable en soi. Donc, calcul de la moyenne, on fait la somme de tous les x et on divise par le nombre total. Donc, moyenne, on va le noter x bar. Donc, je mets un bar au-dessus. X bar, c'est la somme de toutes les observations, i égale 1 jusqu'à n, divisé par n, l'effectif total. Donc, pour la taille, tu prends toutes les tailles, tu les ajoutes, ça donne une taille, ça donne un total de 18 884 divisé par 107 étudiants, ou une taille moyenne de 176. Si j'ai pas les observations, ou si j'ai donc les observations brutes, si j'ai les observations recensées, à ce moment-là, je n'ai pas toutes les observations, mais j'ai toutes les valeurs différentes. Donc x1 jusqu'à xg, j'ai valeurs différentes et j'ai l'effectif par valeur. Je sais encore calculer facilement la moyenne. Donc la moyenne, c'est la somme de x1 plus x1, etc. Après pour x2, etc. Divisé par n. Ben là, x1, je sais que je l'aurai n1 fois. x2, n2 fois. Donc, si je recalcule, c'est n1 fois x1 plus n2 x2 plus ng xg divisé par n, ou c'est la somme, mais maintenant la somme sur toutes les observations différentes, donc pas la somme sur toutes les observations mêmes, donc 1 jusqu'à g, xi divisé, non, ni fois xi divisé par n. Donc, série recensée, j'ai besoin des effectifs, bah, je multiplie chaque valeur avec l'effectif pour cette valeur, j'ajoute tous et je trouve la valeur, je trouve la moyenne. Par exemple, pour le nombre d'enfants, on a 6 observations possibles, 1 jusqu'à 6. On a les effectifs par observation, donc il y a 11 familles avec un enfant, 41 avec 2. Ce que je fais ng fois xg, donc 1 fois 11, 11, 2 fois 41, 82, 3 fois 36, 108. Je fais la somme, 283, et je divise par le nombre total, donc par le 107, pour obtenir 2,64 enfants aux moyennes par famille. Bah, on peut utiliser les fréquences facilement. Bah, la fréquence, on sait que n1 divisé par n, c'est la fréquence f1. n2 divisé par n, c'est la fréquence f2. Blablabla, bla bla, jusque la dernière, c'est la fréquence fg. Et donc, c'est aussi égal à la somme des fréquences fois observation. Donc, la somme fi, xi, i égale 1 jusqu'à g. Donc, on trouve aussi que pour trouver la moyenne, on peut utiliser les fréquences. C'est une somme pondérée qui est pondérée en utilisant les fréquences de chaque classe. Et donc le calcul c'est le même, f fois xg, et vous faites la somme de 2,64. Si on veut l'illustrer, c'est une variable quantitative discrète, donc on crée un diagramme en bâton, on a les différents bâtons. Si on ajoute la moyenne, 2,64, ça se trouve à peu près là, donc la moyenne se trouve là.
On a vu que la masse, ou la plupart de la masse, se trouvait dans les catégories ou les valeurs 2, 3. Donc on voit que la moyenne se trouve entre ces deux valeurs, ce qui est bon, ce qui indique qu'on a vraiment trouvé une valeur pour la centre de la masse. Et on voit aussi qu'il est un peu attiré vers 3. Pourquoi? Car on a une queue droite qui est plus large, donc on a quelques valeurs plus larges. Donc 2, 3, il y a simplement 1 qui est à gauche. À droite, on a 4, 5, 6. Donc on a ces valeurs larges qui vont attirer cette moyenne un peu vers la droite. Et donc c'est 2,64 sur le diagramme. Calculation, si j'ai les données mêmes. Si je n'ai pas les données, ou pas les données individuelles, j'ai que le tableau statistique, je sais encore calculer la moyenne sous condition que j'ai gardé quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, ça doit être la somme ou la moyenne par classe. Donc, si j'ai la série groupée, donc j'ai les classes, j'ai normalement les effectifs et les fréquences, parfois ajoutés avec les fréquences et effectifs cumulés, donc C1, C2, etc. N1, F1, N2, F2. Si j'ai simplement ça, je ne sais pas calculer exactement la moyenne. Donc j'ai besoin d'une chose au plus, ou bien la somme de la classe, ou la somme des observations de la classe, pour être correct, ou la moyenne de la classe. Un des deux. Donc la somme et la moyenne, ça me donne la même info, car si j'ai la somme, je divise la somme par l'effectif, je trouve la moyenne. Si j'ai la moyenne, je multiplie avec l'effectif, je trouve la somme. Donc il y a un lien direct. Donc ce qui est marqué aussi là. Donc somme des observations de CG, NG fois X bar G. Donc la somme, notons par SG, donc S1, S2. La moyenne X1 bar X2 bar. Donc c'est la moyenne de la classe, de la première classe, la moyenne de la deuxième classe, etc. Je sais que X bar, c'est la somme de toutes les observations. Divisé par n. Donc c'est la somme des observations en C1, donc c'est S1, plus la somme de la deuxième classe jusqu'à la dernière classe, SG, divisé par n. Donc si je connais la somme, je sais calculer la moyenne. De même manière, on sait que la somme c'est la moyenne fois l'effectif. Donc c'est aussi égal à N1 fois X1 bar, N2 fois X2 bar, jusqu'à X, NG, XG bar, divisé par N. Donc j'ai de nouveau une formule pareille. C'est la somme des fréquences fois, maintenant pas la valeur, mais la valeur moyenne de la classe, divisé par toutes les observations. Donc, c'est la somme NI XI bar divisé par N. Donc, je dois garder, donc je dois avoir ou bien la somme ou bien la moyenne pour calculer la moyenne globale exactement. On pourrait le faire pour les tailles. Donc, on a les classes d'amplitude 5,
l'effectif et la somme. Là, j'ai la somme, j'ai l'effectif, et je sais faire le calcul. Donc là, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin vraiment des effectifs, j'ai la somme. Je prends la somme de toutes les sommes. Donc c'est la première formule, la somme de S1 jusqu'à SG. Là, et je divise par 107. Ça me donne une valeur, donc une moyenne, égale à 176,5. Ce qui est exactement le même qu'on avait calculé avant sur les données brutes, sur les données individuelles. Donc là, pas de souci, on a exactement le même. Si on n'a pas cette info-là, donc on a trouvé des données sur l'Internet, on a l'effectif, on a la fréquence, mais on ne connaît pas la somme ou la moyenne de la classe. Ben, on ne sait plus calculer cette moyenne exactement, et donc on doit l'approximer. Donc, je n'ai pas cette information-là. Ce que je vais faire à ce moment-là, je vais remplacer la moyenne de la classe par le centre de la classe. Donc, je vais supposer que la moyenne se trouve au centre de la classe. C'est une approximation, ce n'est pas exact, sauf, de nouveau, sous l'hypothèse de répartition uniforme. Si les données sont uniformément reparties dans la classe, donc si j'ai une classe là, et les données sont partout les mêmes, donc la masse est la même dans toute la classe, bah à ce moment-là, le centre sera aussi la moyenne. Si ce n'est pas le cas, bah le centre ne sera pas tout à fait égal à la moyenne. Et donc là, je dois calculer le centre. Bah, le centre, c'est facile. Je sais C1, c'est E0 jusqu'à E1. E1 jusqu'à E2, etc. Donc je prends C1, ce qui est la somme des deux bornes, divisé par 2. Donc je prends simplement le milieu de l'intervalle. Etc. Et donc à ce moment-là, ce que je fais, c'est dans cette formule-là, je remplace x, ou x bar, par ci. Donc je ne connais pas la moyenne exacte de chaque classe, mais je vais supposer que cette moyenne sera approximée par le centre de la classe. Et donc j'ai une formule approximative, donc x bar est approximativement égale à cette somme-là. Souvent, on oublie l'approximative, donc on met x bar est égal à, mais pour être vraiment correct, ce n'est pas la vraie moyenne, c'est une moyenne approximée en utilisant le centre. Donc si je fais pour la taille moyenne, donc je prends la même répartition, j'ai besoin d'un centre, donc je dois trouver le centre. C'est facile, le centre de la classe c'est 155 plus 160 divisé par 2, 175,5, 162,5 et tout ça. Ou, si vous ne voulez pas faire de cette manière-là, vous pouvez dire que l'amplitude est 5, pour arriver au milieu, j'ai besoin de 2,5 cm, donc j'ajoute 2,5 à la borne inférieure pour trouver le centre. Après, je prends le centre, je multiplie avec l'effectif, donc NI fois CI, ça me donne ces valeurs-là, la dernière colonne. Je fais la somme et je divise par 107 et je trouve une taille moyenne approximative de 175,35 cm. Donc là, on voit que ce n'est pas exactement le même. Donc la valeur exacte, c'était 176,5, mais quand même, c'est une très bonne approximation. Il n'y a que 1 cm de différence entre la moyenne exacte et la moyenne approximative. Et ça sur une étendue qui va de 156 jusqu'à 195. Donc, c'est pas trop mal dans ce cas-là. De nouveau, on peut l'illustrer. Donc, on a l'histogramme.
et on ajoute l'idée du centre, de la tendance centrale. On ajoute, si on sait la valeur exacte, et si on ne sait pas, on ne connaît pas la valeur exacte, on ajoute l'approximation. On voit ici que, de nouveau, sur le graphique, on voit que les deux valeurs sont très proches. Ça donne que, ça me dit que le centre là est vraiment le centre de la distribution, il n'y a pas une grande différence. Et en plus, ce qui est bon, on voit aussi que notre calculation là se trouve au centre de la distribution, donc où se trouve la plupart de la masse, donc là entre 175 et 185. Et donc on voit sur le graphique que, de nouveau, la moyenne, c'est vraiment une bonne idée pour obtenir, c'est vraiment une bonne valeur pour obtenir une idée du centre. Petite remarque pour l'approximation. Donc, si je change les amplitudes ou si je change les classes, mes centres vont changer, mes multiplications vont changer et aussi mon approximation va changer. Donc là, si je prends la répartition en classes d'amplitude différentes, donc 10 pour la première et la dernière classe, 5 pour les classes au milieu, je dois recalculer les centres. Donc pour la première, ce sera 160 comme centre. Pour la dernière, le centre, ça c'est 195 là, pas 190. Donc la dernière classe est 185 jusqu'à 195. Le centre est égal à 190. Je fais la multiplication, je prends la somme et je divise par 107 et je trouve 175,81. Donc là, pour l'autre, on avait 175,35. Vous voyez qu'il y a une petite différence, mais la différence n'est pas trop grande, car on a fait donc là, ça doit être 195. Car on a fait le regroupement ici dans les classes qui sont les plus petites. Donc on a regroupé les classes extérieures qui ont quand même des effectifs assez faibles. Et donc là, on ne trouve pas une grande différence. On peut aussi généraliser la moyenne. Je vais garder celle-là. Donc on a on a cette formule pour la moyenne. Donc on peut réécrire la formule comme là. C'est 1 fois xi divisé par la somme de i et 1 jusqu'à n fois de 1. Donc, ça me donne, ça c'est n. Donc, l'idée là, qu'on a, c'est que chaque observation x a un même poids qu'on a mis égal à 1. Donc, le poids pour l'observation xi est égal à 1. Donc, si je voudrais l'illustrer, j'ai des observations, 1, 2, 3, jusqu'à 6. Disons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets un cube ou une cube par observation. Donc j'ai une observation égale à 1, deux observations égales à 2, 2 égale à 3, 3 égale à 4. Donc tous les carrés doivent être les mêmes normalement car ils ont le même poids. Une et une. Donc chez ça, si j'ai cette observation-là, je sais, dans cette idée-là, j'ai donné un poids égal à chaque observation. X bar
X bar, c'est le centre de gravité. Ça correspond au centre de gravité. Donc, si je mets tous ces poids-là sur une balance, bah, X bar est la position que je dois prendre pour tenir la balance en équilibre. Donc, c'est le centre de gravité. Ben, il y a des cas où je ne veux pas donner un poids un poids égal à chaque observation. Par exemple, si j'ai une observation là, une observation extrême, si j'ai une telle observation là, vous connaissez, vous avez joué avec des balances. Si je mets une observation là, le balance va décaler vers la droite. Donc, pour de nouveau trouver une nouvelle centre de gravité, je dois décaler ce point-là, ce point d'équilibre, vers la droite pour être sûr que la balance reste en équilibre. Donc, on voit que si j'ai des valeurs extrêmes, ce qui est aussi logique à partir de la formule, la moyenne est vraiment attirée par cette valeur-là. Donc, si j'ai des valeurs extrêmes, des valeurs très hautes, très bas et aberrantes, la valeur de la moyenne sera attirée par ces valeurs extrêmes. Et donc, c'est ce qu'on appelle un paramètre qui n'est pas robuste. Donc, pas robuste veut dire que des valeurs extrêmes ont une grande influence sur la valeur de la moyenne. Et donc là, on voit que le centre de gravité est attiré par la droite. Donc, cette observation-là est probablement pas une observation correcte, ou si c'est une observation correcte, c'est une observation qui est très rare, et je voudrais donner un poids ou diminuer le poids de cette observation-là. Donc, il y a des situations où je veux donner des poids différents à chaque observation, et donc ce que je fais à ce moment-là, c'est changer la formule. Donc, WI, c'est le poids que j'attribue à l'observation XI. Je multiplie XI par son poids, je fais la somme, et je divise par la somme totale des poids. Donc c'est la même chose que la première formule, mais au lieu de prendre un poids égal à 1, on prend des poids qui sont différents, WI, qui sont différents et qui vont dépendre de la valeur observée. Donc ça me donne une moyenne pondérée par ce poids WI. Et donc le poids est toujours nul. Donc je pourrais dire que je ne veux pas inclure cette observation-là. Je vais donner un poids égal à 0, ou je vais leur donner un poids très bas. Mais un poids, le WI, doit être toujours positif ou 0. On ne va jamais utiliser des poids négatifs. Exemple que vous connaissez bien, votre rapport ou les cotes. Donc vous avez un nombre de cours. Chaque cours a un nombre de crédits qui reflète le nombre d'heures que vous devez mettre dans ce cours en théorie. Donc les cours même, la TP, l'étude, tout ça. Donc le plus de crédits, le plus important le cours. Et donc on a des notes pour chaque cours, des cotes pour chaque cours. C'est logique, si je fais une moyenne de ces cotes, que je vais tenir de la lourdesse, ça existe, je ne sais pas, la lourdesse des cours. Donc, par exemple, biologie correspond à 16 crédits. L'importance de biologie sera beaucoup plus forte que l'importance d'anglais qui a que 4 crédits. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une moyenne pondérée. Donc, je prends la cote fois le nombre de crédits, j'ajoute et je divise par le nombre de crédits total. Donc, 60 crédits au total pour une année. Et je trouve une moyenne pondérée de 13. Donc, la moyenne pondérée pour l'étudiant, pondérée par les crédits, est égale à 13.
logiquement, l'influence d'un changement n'est pas la même pour les cours. Donc j'ai un cours biologie avec un code de 12, cours anglais, code de 12. Bah, si j'ajoute un point, donc le 12 devient un 13, bah, l'influence sur la moyenne sera plus grande si c'est pour biologie que si c'est pour anglais. Car là, les crédits sont plus hauts et donc l'influence sur la totale est plus grande. Donc changer les codes pour les cours avec un grand nombre de crédits aura un impact plus substantiel sur la moyenne totale. Question sur la moyenne. En soi, ce n'est pas trop difficile. Il nous reste le médian et la médiane et le mode. Donc, pour calculer la moyenne, on avait utilisé une formule qui donne une certaine valeur pour illustrer le centre de la distribution, mais on a vu que cette valeur n'est pas nécessairement une des valeurs qu'on a observées. La médiane, l'idée est un peu différente. Donc, pour la médiane, on ne va pas utiliser une grande formule. On dit simplement que la médiane, c'est l'observation qui se trouve au milieu. Bêtement, le milieu. Donc, si, pour l'exemple, il y a 5 personnes de taille différente, si j'ai ça, si je calcule la taille moyenne, ça va me donner une personne moyenne avec une taille moyenne qui n'est pas nécessairement égale à une des personnes observées. Si je prends la médiane, ce que je fais, c'est que je vais ordonner mes observations et après je prends l'observation qui se trouve au milieu. Donc c'est l'observation dans notre base de données, donc l'observation, c'est vraiment quelque chose qu'on a observé dans les données, pour laquelle la moitié des observations se trouve à gauche, donc 50% de la masse est à gauche de la médiane et 50% de la masse se trouve à droite de la médiane. Donc c'est vraiment la valeur au milieu de la série, mais on doit prendre la série ordonnée. Donc on doit le mettre de plus petit à plus grand. Donc ça, c'était moyenne. Ça, c'est médian. Donc moyenne, on notait avec X bar. La médiane, on va noter avec X tilde. Donc pour pouvoir calculer la médiane, on a besoin d'une notion d'ordre. Donc on doit avoir un ordre naturel dans les observations. Et donc, la moyenne, on ne peut pas calculer la moyenne pour une variable qualitative. Une variable qualitative sont des classes. Je ne sais rien faire avec pour faire la somme. Je peux calculer la médiane si la variable qualitative est une variable ordinale. Donc, s'il y a un ordre dans les observations, par exemple, une appréciation qui va de très mauvais jusqu'à très bien, là, dire quelque chose sur la médiane a du sens. Mais donc, pour nous, on va regarder la variable quantitative. Donc, x1 jusqu'à xn, les observations brutes. D'abord, je crée la série ordonnée. Donc, je vais mettre la valeur la plus petite à gauche, jusqu'à la valeur la plus haute à droite. Pour indiquer la série ordonnée,
je vais changer les indices. Donc je mets le 1 entre parenthèses jusque le n entre parenthèses. Donc ça, xg, c'est l'observation, pas observation g, mais observation qui se trouve sur rang g. Donc si j'ai ordonné les observations, c'est la g-ième observation dans la série. Donc, important, x1, xn, valeur brute, comme on les a observées. X parenthèse 1 jusqu'à parenthèse n, la série ou la série ordonnée, où x1, c'est la valeur minimale, et xn, c'est la valeur maximale de la série. Voilà. Donc, comme exemple, il y a 11 tailles là, la série brute, 11 tailles, 177, 175, etc., etc., etc. Et on va les ordonner comme ça. Donc, x1, dans cette série, x1, c'est 177. Si je regarde dans la série ordonnée, 1, 2, 3, 4, c'est la 5e place. Donc c'est x5, l'observation qui se trouve sur la 5e place de la série ordonnée. Disons 190. 190, c'est la 3e observation dans la série ordonnée. Là, c'est la 10e place, donc c'est x10. Donc, chez cette ordonnance, cet ordre, comment je trouve maintenant la médiane? Il y a deux cas possibles. Ou bien j'ai un nombre impair d'observations, donc n impair, ou bien n impair. Prenons par exemple là, j'ai 9 observations, x1 jusqu'à x9. À ce moment-là, il y a clairement une valeur qui se trouve au milieu. Donc, là, 1, 2, 3, 4, 5. La 5e valeur, pour la 5e valeur, il y a 4 observations à gauche, 4 observations à droite. Donc là, x5, c'est la valeur qui se trouve au milieu. Donc c'est la valeur qui va servir comme la médiane. Donc n impair, ça veut dire que je pourrais l'écrire comme 2k plus 1. Dans notre exemple, n, c'est 9. C'est 2 fois 4 plus 1. Et donc la médiane, voilà, c'est le 5e. Donc j'ai besoin de x tilde, x tilde, c'est l'observation qui se trouve sur la position par 4 plus 1, k plus 1. Donc 4 observations à gauche, 4 observations à droite et médiane qui se trouve dans le centre. N pair, un peu plus difficile, bon, pas nécessairement plus difficile. On l'avait pris jusqu'à x10. Si je prends x5, donc si je cherche la médiane, x5 c'est une option, oui ou non? Si je regarde, non. Car quand je prends x5, j'ai 4 observations à gauche, x5 même, et 5 observations à droite. Donc il ne se trouve pas vraiment au milieu. Même manière, si je prends x6, il y a 5 observations à gauche
4 observations à droite, donc x6, donc la 6e position, ce n'est pas la bonne valeur pour la médiane non plus. Mais, ce qu'on voit, c'est pour toutes les valeurs qui se trouvent entre x5 et x6, 1, 2, 3, 4, donc 5, 6, là, toutes les valeurs qui se trouvent là, il y a 5 observations plus petites et 5 observations plus grandes. Donc, ce que nous avons ici, c'est que x5, x6 sera un intervalle médiane. Donc x5 même, ce n'est pas la médiane, car il y a à gauche 5, 4 et à droite 5. x6, ce n'est pas la médiane, car il y a à gauche 5 et à droite 4 observations. Mais toutes les valeurs de x qui se trouvent entre ces deux valeurs, il y a 5 observations à gauche et 5 observations à droite. Et donc, toutes ces valeurs de x pourraient servir comme médian, donc ça me donne un intervalle médian. Ce n'est pas très facile pour travailler, et donc je vais définir la médiane, et c'est une convention, donc il y a différentes options pour définir la médiane, mais c'est l'option la plus fréquente. On va définir la médiane comme le centre de cet intervalle-là, donc comme x5 plus x6 divisé par 2. Donc, c'est une convention, ce n'est pas la seule option, mais c'est l'option qui est utilisée le plus fréquent. Donc, n pair, je peux aussi le décrire d'une manière générale. Donc, n pair, ça veut dire n est égal à 2k. Quelle observation j'ai utilisée? Donc, n égale à 10, 2 fois 5. Donc, j'ai utilisé x5 et x6, ou en général, c'est x sur position k. Donc, ça c'est le k, le 5. Donc, xk et xk plus 1. Et donc, la médiane, en général, la convention pour la médiane, c'est la moyenne d'observation sur rang k et sur rang k plus 1. Donc, n impair, je prends simplement la valeur au milieu, valeur sur position k plus 1. N pair, j'ai deux valeurs qui se trouvent au milieu. Je prends la moyenne de ces deux valeurs. Donc, je prends xk plus 1 divisé par 2. Exemple fictif. On a 11 observations de taille. On les a ordonnées. Donc 11, c'est 2 fois 5 plus 1. Donc on a besoin de observations sur position k plus 1, impair. Donc je prends la sixième, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la taille médiane est 178 cm. Si j'avais oublié une personne de taille 184, j'ajoute. Donc maintenant j'ai 12 personnes. 12 personnes, nombre pair, donc 2 fois 6. J'ai besoin de la sixième et septième observation de cette classe, donc de cette série ordonnée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est le 178 et 180. Et je prends la moyenne, et donc la taille médiane, par convention, est 179 cm. Vous voyez que si j'ai d'observations qui sont égales, je pourrais avoir
deux observations centrales qui sont les mêmes. Donc, par exemple, je pourrais avoir 178, 178. Bah, à ce moment-là, si je prends la moyenne des deux valeurs, ça reste 178, ce qui correspond à un intervalle médian d'amplitude 0, donc un singleton, le point même. Et bah, la médiane, ou l'unité de la médiane, c'est le même que l'unité des observations. Les centimètres restent en centimètres. Pour les tailles observées, on avait 107 personnes ou 107 étudiants. Donc, impair, j'ai besoin de la moitié ou le quart plus 1. Donc, 107, c'est 53 fois 2 plus 1. J'ai besoin de la position 54, la valeur au milieu. Il y a 10 observations par ligne, donc 10, 40, 50, 1, 2, 3, 4. Et celle-là, c'est la valeur médiane, donc le 175 cm. On pourrait l'ajouter et comparer avec la moyenne. Donc pour le diagramme en bâton, donc on avait toujours dit on ne va pas trop l'utiliser car c'est assez chaotique pour cet exemple-là. Mais quand même, on voit que la moyenne et la médiane sont assez pareilles. Donc la moyenne c'était 176,5, la médiane 175. Donc ils sont très proches l'un de l'autre. Et donc les deux vont donner une bonne idée du centre de la distribution. Si je n'ai pas les observations mêmes, mais j'ai le tableau statistique, est-ce que je peux encore calculer la médiane? Et la réponse est oui, heureusement. Et on va utiliser là la définition de la médiane. Donc on sait la médiane, c'est la valeur où on dépasse, c'est la valeur qui se trouve au milieu. Donc j'ai une masse au nombre d'observations n divisé par 2 à gauche. Là, donc si je mets en proportion 50-50 ou en valeur des observations, j'ai n divisé à gauche et n divisé par 2 à droite. Et je vais utiliser cette idée pour trouver la valeur médiane à partir du tableau statistique. Donc là, la médiane, par définition, ce sera la valeur où on va dépasser le n divisé par 2, le n de gauche. Donc, pour trouver la médiane, et plus tard pour trouver la quantile, on va regarder ce qui se passe à gauche dans le tableau. Donc, si je dépasse là, le n2 sera n divisé par 2 de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais regarder les effectifs cumulés ou les fréquences cumulées. Donc, et je m'arrête dès que je dépasse n divisé par 2 ou pour les fréquences, la moitié, 50%. Donc là, 107, la moitié c'est 53,5. Je regarde les effectifs cumulés. Pour la première classe, ou pour la première valeur, 11, bah non, c'est plus petit, 52, presque, mais pas encore, donc je n'ai pas encore dépassé le 53,5. Et là, maintenant, j'ai dépassé le 53,5. Donc la médiane, la valeur médiane pour le nombre d'enfants est égal à 3. Donc, ce qu'on a, c'est 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, etc. Car c'est une variable discrète. Ben là, je suis arrivé à 11 observations. Là, je suis arrivé à 52. Ce n'est pas encore la moitié. Là, je suis à 88. Donc là, je l'ai dépassé. Donc, l'observation qui se trouve sur position 53,5, ben, il se trouve là. Il est nécessairement égal à 3. Donc, je prends la valeur, donc la ligne, où je dépasse la moitié de n. Donc, 53,5, c'est la ligne 3. Ou, et c'est plus commun, on travaille avec les fréquences.
car les fréquences c'est plus facile. Tu ne dois pas calculer la moitié de cette valeur-là. Tu dois simplement regarder 50%, pas passer 50%. Là, j'ai passé le 50%, et donc la médiane, la valeur médiane pour nombre d'enfants est égale à 3. Deux options, de nouveau. J'ai le tableau statistique, donc si je dépasse n divisé par 2, je prends xg, donc ce que je fais là, j'ai le tableau x1, x2, xg, xg, n1, n1, n2, ng. Je vais regarder, est-ce que je dépasse n divisé par 2 ou pas? Bah non, donc je vais regarder la prochaine ligne. Je compare avec n divisé par 2, c'est plus grand, non, etc. Et là, je l'ai dépassé, donc je suis dans ce cas-là. Bah à ce moment-là, la médiane sera égale à xg. Donc là, j'ai dépassé. Donc, si ng est plus large que n divisé par 2 et ng moins 1 est plus petite, bah alors la médiane est égale à xg. Si par hasard, j'ai un cas où je ne dépasse pas, mais je trouve exactement, n divisé par 2, je regarde sur les effectifs, donc si je trouve égal à n divisé par 2, bah, ça veut dire qu'il y a la moitié des observations là et la moitié des observations là. Donc dans ce cas-là, je suis de nouveau dans le cas où il y a deux valeurs au centre, là, xg et xg plus 1. Donc c'est seulement possible dans le cas pair. Et à ce moment-là, je prends x tilde égale à la moitié de xg et xg plus 1 divisé par 2. Donc, si je l'ai dépassé, c'est xg. Si c'est exactement égal à n divisé par 2, c'est xg plus 1 divisé par 2. On peut aussi le retrouver sur la graphique, ce qui est souvent plus facile. Donc, j'ai la courbe cumulée ou bien fréquence ou les effectifs cumulés. Dans ce cas, j'ai les effectifs cumulés. Donc, pour trouver, avant ce qu'on avait fait, on a un x là, et on cherche l'effectif ou la fréquence qui correspond. Bah, ici, on va faire l'opposé. On a un effectif cumulé égal à n divisé par 2. Donc, c'est la médiane. Et je trouve la valeur x qui correspond avec. Bah, ce n'est pas vraiment une fonction, ou le réciproque n'est pas vraiment une fonction, donc on va tricher un peu. On va mettre les contre-marches. Donc, comme ça. Et à ce moment-là, je prends le n divisé par 2 et je cherche l'inverse. Donc n divisé par 2. J'arrive sur ce contre-marche-là. Alors, je vais descendre à ce point-là et je trouve la médiane. Ça, c'est le premier cas. Je suis entre deux valeurs. Entre deux valeurs, je trouve une médiane exacte. Si, par contre, n divisé par 2 serait là, donc c'est le cas là. Si n divisé par 2 est là, et je tombe sur ce palier-là, bah, à ce moment-là, je suis dans le deuxième cas, je tombe exactement sur un palier. J'ai ici
c'est un intervalle médian, cette partie-là, et donc je vais prendre la moitié de l'intervalle et chercher le x qui correspond. Donc c'est la deuxième formule, je prends le centre, le milieu de xg plus 1. Donc on pourrait le faire à partir du tableau statistique, on pourrait le faire à partir de la courbe cumulative. Et on va dépasser un peu notre temps aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Je ne pense pas qu'il y a un cours après, donc ça va. Ben non, vous avez le TP. Pour les enfants, la courbe cumulative des fréquences, ben, je prends 0,5, 50%, je trouve, ou je marche jusque, j'arrive à ce contre-marche-là, et je trouve que c'est une valeur 3. Et on a déjà utilisé le tableau pour trouver la valeur 3. Et on pourrait le mettre dans le diagramme au bâton. Donc, diagramme au bâton, on pourrait ajouter médiane, qui est égale à 3, et moyenne, 2,64. Partir de taille recensée, bon, c'est la même chose. Il y a beaucoup plus de contre-marches, et plus petites, mais l'idée est la même. On va prendre là 50%. On fait la marche inverse, on cherche par là, on attend jusqu'au moment où on trouve le palier ou le contre-marche et on descend et ça va me donner une valeur autour de 177, je pense. Oui, 177. Donc, si vous prenez ici exactement la moitié, donc 50%, vous tombez dans... Oui, celle-là. 50% là, vous tombez dans celle-là, et si vous descendez, ça va donner 175. Si on n'a pas les données individuelles, mais les données groupées, de nouveau, on a la même chose, ou on peut faire la même chose. On a dit que l'ogive, c'est une bonne approximation du courbe cumulative, donc au lieu d'utiliser la courbe cumulative ou la fréquence cumulée, on va utiliser la fréquence cumulée, mais on va le mettre sur l'ogive. Donc, de nouveau, la médiane, donc la fréquence cumulée de la médiane doit être n divisé par 2, l'effectif de la médiane, ou la fréquence cumulée de la médiane est 50%. C'est la même chose qu'on a fait ici, donc on a regardé n divisé par 2 pour les effectifs, ou 1,5 pour la fréquence. Et donc, on peut faire la même chose avec l'ogive. Donc, on a vu comment créer l'ogive. Et normalement, on l'utilise pour associer à X un effectif cumulé ou une fréquence cumulée. Ben, à ce moment-là, on va faire l'inverse. Et souvent, on utilise les fréquences cumulatives car c'est plus facile. On doit chercher la valeur demi au lieu de commencer à calculer n divisé par 2. Donc, on cherche là 0,5. On prend la marche inverse et on tombe sur un des segments. Et après, je dois trouver la valeur inverse qui se trouve là. Le segment, on connaît, on sait que ce segment a des bornes EG-1, FG-1, EG-FG. On a créé l'équation, donc c'était Y moins FG-1. Donc Y moins une des abscisses égale à la pente, donc FG moins FG-1 divisé par EG-1, donc la pente de la droite, et multiplier X moins EG-1. Et ce qu'on fait maintenant, on sait que le Y qu'on cherche là, cette valeur est égale à 0,5 et on doit
trouver la valeur pour x. Donc, par exemple, pour la taille groupée, j'avais pris quel exemple? Oui, donc pour la taille groupée, si vous prenez 50% là, vous tombez sur cette droite, donc la droite entre 175 et 180. Apparemment, il y a cours après. Donc, là, j'ai 175 avec une fréquence cumulée, donc vous pouvez trouver dans le tableau de 44%, 180 et 70%. Et donc, vous mettez tout ça dans l'équation. Donc, y 0,5 moins fg moins 1, 0,44 égale à fg moins 1, 0,5, 70 moins 0,44 divisé par l'amplitude de 5 multiplié avec x moins 175. Vous pouvez résoudre cette équation-là et ça va vous donner une valeur x de 175. Donc la médiane est 177 cm. On peut généraliser l'idée de la médiane et on va quand même finir cette partie-là. Donc la médiane, pour la médiane, ce qu'on a fait, c'est diviser la masse en deux. Donc on a cherché la valeur pour laquelle il y a 50% à gauche, 50% à droite. Ben, on pourrait s'imaginer de diviser autrement. Et je vais diviser la masse en P parties. P parties de masse égale. Donc, j'ai mes observations là. Ils sont marqués là. Je les ai mis comme des petits points. Bah, ce que je pourrais faire, c'est diviser d'une autre manière. D'une manière que j'ai P groupe et chaque groupe contient n divisé par P observation. Ou en fréquence, j'aurai une fréquence de 1 divisé par P pour P groupe. Donc j'ai, par exemple ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 groupes. J'ai 4 lignes de division, donc 4 bornes internes. Et chaque groupe va contenir n divisé par 5 observations ou 20% des observations. Donc la masse, la fréquence est 1 divisé par P en chaque truc. Pour calculer, pour trouver, bah, c'est le plus facile. Vous pouvez utiliser les tableaux ou vous pouvez utiliser la graphique. Ce qui est important à utiliser ou à avoir, c'est là, ce point-là, c'est le PM quantile. Oui. Donc j'ai des quantiles d'ordre P. Bah, pour la première, je vais le noter comme Q1. Bah, pour la première, j'ai 1 divisé par P à gauche. Donc 1 divisé par P de la fréquence qui se trouve à gauche. Pour la deuxième, j'ai une masse 1 divisé par P qui se trouve entre les deux bornes là, mais aussi une masse 1 divisé par P de la première classe. Donc 2 sur P à gauche. Pour la troisième, sera 3 sur P à gauche, etc. Donc, dès que vous savez ça, c'est la même idée que la médiane. La médiane était plus simple. On avait 50% à gauche, 50% à droite. Ici, on a coupé plus fine et j'ai une masse 1 divisé par P par partie.
Et donc, à gauche, 1 divisé par P, 2 divisé par P, 3 divisé par P. Mais je peux faire la même chose pour trouver la valeur. Donc, je prends la courbe cumulative. Pour la première quantile, je prends 1 divisé par P et je cherche le contre-marche pour trouver XG. Ou, si je tombe sur un palier, je prends la moitié, le milieu de l'intervalle. Après, pour trouver la deuxième quantile, je fais la même chose avec 2 divisé par P, 3 divisé par P, etc. Quantile classique, les centiles, les déciles, les quartiles. Les centiles, on divise en 100. Les déciles, on divise en 10 partitions. Et les quartiles, on divise en 4. Les quartiles, on les note comme Q1, Q2, Q3. Quartiles en 4 parties, donc j'ai 25% avant Q1, 25% entre Q1 et Q2, 25% entre Q2 et Q3 et 25% entre Q3 et la valeur supérieure. Donc on voit que Q2, il y a 50% à gauche, donc Q2, c'est la médiane. Et donc les quartiles sont les valeurs ou les quantiles les plus utilisées. Les centiles, les déciles sont plus rares, car on a déjà besoin de beaucoup d'observations pour couper assez fin, pour avoir quand même un nombre important d'observations dans chaque classe. Donc, si j'ai 40 observations au total, je ne vais pas couper en 100 parties, car je trouve des classes, des groupes sans observation ou très peu d'observations. Exemple pour les centiles, il y a les courbes des bébés, pas trop grave, on va retourner. Dernière chose, les quartiles, ce qu'on va faire, ce qu'on va donner souvent, c'est le résumé à 5 valeurs de Tukey. Le résumé à 5 valeurs va donner assez beaucoup d'informations sur la distribution. Et donc le résumé à 5 valeurs reprend les quartiles et la valeur minimale et maximale. Donc je prends la valeur minimale, valeur maximale, Q1, médiane et Q3 pour décrire la distribution de ces données-là. Vous pouvez lire. L'utilité de ces 5 valeurs, c'est facile pour comparer deux groupes. Comparer deux groupes, garçons et filles, donc la taille des garçons, la taille des filles. En brun, vous avez le minimum, bleu, Q1, rouge, médian, orange, Q3, non, orange max. Et donc, vous voyez, par exemple, que la taille maximale des filles correspond à la médiane des garçons. Donc, c'est 180, c'est la médiane des garçons, c'est la taille la plus grande des filles. Donc, c'est facile à comparer. Et on va plus tard visualiser en faisant le box plot. Et le mode, c'est la troisième paramètre. Donc, pour le mode, je vais en revenir la fois prochaine, mais le mode, c'est simplement la valeur ou la classe qui a observé le plus fréquent. Donc, c'est la valeur avec le bâton ou le bar le plus haut ou la fréquence ou l'effectif la plus haute. Donc, le mode, simplement la valeur qui est observée le plus souvent dans toutes les observations. Voilà, donc on s'arrête ici. Vous allez faire les exercices sur cette partie-là, y inclut le mode. Donc pour le mode, vous pouvez dire ou demander plus d'informations si nécessaire.